Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode du rapport Boivin. C'est le 14e chapitre de la deuxième saison, déjà le 39e épisode, édition du 15 mars 2018. Que ça a l'air une fille grippée, ça a l'air de ça, alors c'est l'air que vous allez avoir pour les 30 prochaines minutes. Beaucoup de matériel sur la planche. J'espère que vous avez eu une belle semaine de relâche. La semaine dernière, il a fait quand même pas si mal, malgré qu'on vient de retrouver la neige. Pour moi, les sports d'hiver sont recommencés. Ceci étant, on va couvrir les événements qui se sont produits dans la semaine du 11 au 15 mars. C'est une semaine assez fertile en émotions. Je vais commencer par vous parler de Diane Lafontaine. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Diane Lafontaine, c'est une ancienne présidente du réseau des femmes d'affaires professionnelles de l'Outaouais. J'ai très bien connu Diane. J'ai déjà moi-même présidé le REFAP 2 années d'affilée et Diane était sur mon conseil d'administration à l'époque. Une femme extraordinaire, toujours là pour aider, toujours près des gens. J'ai toujours dit de Diane que c'était une femme de tête, mais surtout une femme de cœur. Diane qui a eu différents problèmes de santé dans les dernières années et sa famille a lancé un cri à l'aide, je pense que c'était autour du 28 février, parce que Diane était disparue avec sa voiture, une Mazda blanche. Elle avait laissé son téléphone cellulaire chez elle. Les gens ne savaient pas trop, semble-t-il qu'elle était en direction d'un hôpital, mais elle ne s'était jamais rendue. Et l'inquiétude, évidemment, était parmi les membres chez les membres de sa famille, puis ses proches. La police de la MRC des Collines était dans le dossier, tout le monde la cherchait activement, puis malheureusement, on s'est réveillé le week-end dernier avec l'annonce que Diane avait été retrouvée sans vie en arrière d'un centre commercial dans le secteur Hall par un policier de la sûreté municipale de Gatineau. C'est triste. Je suis contente d'un côté que la famille, maintenant, sait ce qui se passe, parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas retrouver une personne puis se demander ce qui se passe, où elle peut être, est-ce qu'elle est encore en vie, est-ce qu'elle ne l'est pas. Mais quelle triste fin. Fait que ce que je veux dire à sa famille, c'est on est là en arrière de vous, on sympathise, c'est comme quoi l'humain, hein, on ne sait jamais ce qui passe à travers, mais des fois, ça vaut la peine, puis ça nous rappelle que des fois, c'est bon de dire aux gens qui sont encore en vie comment on les apprécie, comment on tient à eux autres, comment ils sont importants dans notre vie pour que peut-être qu'ils ne se sentent pas trop désespérés à un point tel qu'ils prennent des décisions de cette nature-là. Mais c'est très difficile de juger, puis il ne faut surtout pas jamais se responsabiliser de ça. On est tous et chacun responsables des gestes que l'on pose. Ville de Gatineau qui avait été assez tranquille dans les dernières semaines, derniers mois. Ville de Gatineau qui est arrivée avec différentes choses lors de son dernier conseil municipal dans la semaine du 11 mars. En premier, on nous a parlé du dépôt de différents règlements là, pour refaire l'étude d'un nouveau modèle. On appelle ça un nouveau modèle de rue. C'est la conseillère Maude Marquis-Bissonnette qui en est... pas la conceptrice, mais celle qui va prendre ce dossier-là à bout de bras pour essayer de l'amener à bon port. On parle de concept de rue complète. Que ça mange ça en hiver? Ça veut dire que quand on va développer de nouveaux secteurs avec des nouvelles rues, des nouveaux boulevards et ainsi de suite à travers la ville, et peut-être même certaines rues qui seront en reconstruction ou en réparation, puis Dieu sait qu'on en a besoin dans notre grande ville. Le concept de rue complète, c'est pour rendre ça plus, comment je pourrais dire, ça favorise la sécurité pour ce qu'on appelle le transport actif. Donc, emphase sur les piétons, les cyclistes, le transport en commun. Autrement dit, on va tenter de rendre les rues peut-être moins intéressantes pour les automobilistes, plus intéressantes pour ce qu'on appelle le transport actif. Je veux bien, là, j'ai pas nécessairement de trouble avec ça. Par ailleurs, des fois, je trouve qu'on est tellement compartimenté dans notre façon de voir les choses à la ville de Gatineau. On part sur une idée, ça prend des années avant que ça se concrétise, puis après ça, une fois qu'on la met en place, il y a déjà d'autres choses qui arrivent ailleurs, on rechange nos affaires, on ne sait pas ce qui va se passer dans le secteur Elmeux, est-ce qu'on va s'enligner vers un train très léger, est-ce qu'on va s'en aller vers le rapibus qui va s'en aller jusque vers là-bas. Il y a tellement encore de décisions qui ne sont pas prises ou qui ne sont pas en état d'être prises
que je me demande jusqu'où on peut commencer à insérer des concepts comme celui du concept de la rue complète. En tout cas, ça restera à suivre, ça restera à voir, mais c'est une autre idée là, qui sort de notre nouveau conseil municipal. La décision qui aura sûrement fait jaser le plus, et partout où je vais, on m'en parle, on s'en parle, on voit ça sur les réseaux sociaux, c'est la question de limiter les ordures ménagères. On le sait, le gouvernement du Québec a une loi provinciale qui force les municipalités, dont celle de Gatineau, à diminuer leur montant d'ordures ménagères pour des questions environnementales. On est tous pour la vertu, aucun problème avec ça. Du côté de Gatineau, on parle de diminuer, je pense, je ne vais pas me tromper, on parle de 45 % de ces déchets d'ici 2020. Échec total, on ne se rendra même pas là. Ceux qui ont été demandés de faire le plus d'efforts, ce sont évidemment les maisons unifamiliales, surtout les petits logements, les 2-3 logements. Et ces gens-là ont eu du compostage à faire et ainsi de suite. Puis là, on semble avoir un peu plafonné, ce qui laisse croire à la Ville qu'elle n'atteindra pas les cibles qu'elle vise. Présentement, juste pour vous donner une idée, puis je ne veux pas tomber dans le gros technique là-dessus, là, mais en moyenne, les gens disposent d'à peu près 250 litres par semaine. 250 litres par semaine. À partir du 15 juillet, on va avoir droit à 120 litres par 2 semaines. Faites vos calculs, c'est tout un step à prendre, ça va être toute une marche à prendre. Et dans ce contexte-là, ceux qui auront plus de déchets que ce qui est permis, ils vont donner des nouvelles poubelles qui vont être exactement ça, 120 litres, on va pouvoir acheter des sacs pour à peu près 4 à 5 $. Là, ils n'ont pas encore confirmé le prix, mais on nous dit que ce serait autour de 5 $ le sac, et ces sacs-là seraient des sacs autorisés par la Ville qui pourraient être mis à côté des poubelles. Là où j'en ai par rapport à ce genre de décision-là, je comprends l'objectif, je sais qu'on exagère beaucoup avec les déchets, malgré qu'on s'est beaucoup amélioré avec le recyclage, avec le compostage. On jette beaucoup moins de choses qu'on jetait avant. On fait attention, il y a des gens qui brûlent des déchets. Moi, je vois ça au camping régulièrement pendant l'été. C'est le fait qu'on ne va pas du côté de l'institutionnel ou du commercial. On demande aux gens, on demande aux contribuables, aux payeurs de taxes municipales et aux locataires aussi, de faire cet effort additionnel. Pendant ce temps-là, il n'y a pas grand effort qui est mis pour s'assurer que du côté institutionnel, la Ville de Gatineau elle-même, ou les commerces, moi je me souviens au bureau où j'étais à l'époque, au 160 de l'hôpital, il y avait, pour ne pas les nommer, on n'avait même pas de recyclage dans le coin. Alors, nous, on faisait un sac. Moi, je transportais ça chez nous, puis je mettais ça dans nos bacs de recyclage parce qu'on trouvait ça épouvantable. La quantité de papier qui était jeté aux poubelles, ça n'avait pas d'allure. Ça, c'est un édifice. Multipliez ça par je ne sais pas combien d'édifices, ça vous donne une bonne idée. Alors, si on se concentrait de ce côté-là, peut-être qu'on serait capable d'atteindre les cibles qui sont visées par le gouvernement, parce que dans les grands coupables en matière de déchets, il y a sûrement l'institutionnel et le commercial. Ça reste à suivre. Ils nous disent qu'ils vont faire un petit peu plus d'efforts de ce côté-là, mais je pense que c'est pour ça que les gens chialent, conseillers et conseillères municipaux, parce qu'on a souvent l'impression qu'on se fait augmenter nos taxes, on a moins de services, puis qu'à nous qu'on demande de serrer la ceinture, de faire les efforts additionnels. Peut-être qu'on en demande de l'autre côté, mais c'est sûrement mal communiqué. Puis c'est pas en se faisant dire par le président du comité exécutif, M. Carpentier, que il s'en fait pas outre mesure là, par les réactions des gens parce que c'était des réactions à froid. Au contraire, c'était des réactions à chaud. Mais je peux lui confirmer que même à froid, ce sont les mêmes commentaires qu'il va recevoir parce que les gens ont l'impression que c'est du 2 poids, 2 mesures. Pire encore, une personne comme moi, 2 personnes à maison versus une famille avec un papa et une maman avec 4 enfants, mettons, ça fait drôlement plus de déchets que ma personne. Mon 120 litres, je vais probablement être capable de m'en accommoder. Pas certaine que la famille avec que je décrivais, 2 adultes avec 4 enfants, va être capable de faire la même chose. En tout cas, à suivre.
Il y a eu aussi la question, puis ça me fait sourire un peu, parce que dans le même commentaire, le même conseiller municipal, président du comité exécutif, nous parle de l'explosion des coûts à l'usine de traitement d'eau à Hull. Et à l'époque, on parlait d'une estimation de coût pour faire les réparations, rénovations à 28,6 millions. Et maintenant, on nous parle de 58,4 millions. Méchante grosse différence. Bien, ça a l'air que c'est bien normal, tout ça. Ça fait partie des de certaines erreurs de spécialistes, mauvaises prédictions, en tout cas. Alors, grand bien leur face, ça, ça m'énerve, ça, ce genre de situation-là. On dirait qu'il n'y a pas un projet qui peut être... Je ne sais même pas pourquoi ils font faire des estimés, pour être bien franche, là, parce que les estimés, ça ne vaut pas plus que l'encre avec laquelle c'est écrit sur le papier. Et entre-temps, on apprenait aussi plus près de la TVC, Basse-Lièvre, on apprenait que le centre sportif, en passant, centre sportif, là, c'est des belles gros termes, l'aréna Robert Rochon était est fermé, en fait, à cause de fuite d'ammoniac. C'est triste parce qu'il y a toutes les séries de fin de saison qui commence au niveau du hockey, ringuettes et autres. Alors, ça va être certainement une question de se réorganiser. Moi, ce que ça me fait dire aussi, c'est qu'il est temps, attendez pas trop longtemps, membres du conseil municipal, parce qu'on le sait que nos arénas de quartier ont besoin d'être rénovés, ont besoin d'être modifiés. Et ça serait important là, de travailler un petit peu là-dessus pour s'assurer qu'on n'arrive pas dans des cas comme ça. L'idéal, là, pour être bien honnête avec vous autres, c'est quand on sait que quelque chose s'en vient, on prenne les mesures tout de suite pour s'assurer de limiter autant que faire se peut la problématique qui survient quand, comme ça, là, il y a une fuite d'ammoniac, puis on est obligé de fermer en catastrophe. Si on sait qu'il y a besoin de certaines réparations, bien qu'on les fasse, qu'on l'organise, qu'on s'organise pour pas que les jeunes, dans le contexte, soient pénalisés. Mais ça, c'est d'autres belles choses qui se passent au niveau de notre belle grande ville de Gatineau. On va faire une courte pause et on revient avec plein d'autres choses. On courtille? La philosophie des amphithéâtres, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les amphithéâtres ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amphithéâtres supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Oui, je parle français. Un message d'impératif français. Oui à un débat respectueux. Moi, je dis non au racisme et à la francophobie. Vivre en français, un droit fondamental. Travailler en français, un droit à respecter. Moi, je dis non à la francophobie. Un message du mouvement Impératif français. Re-bienvenue à l'émission Le Rapport Boivin. On parlait de la ville de Gatineau, puis je veux vous parler de la visite d'un roi et d'une reine qui s'est produite dans notre belle région dans la semaine qui s'est achevée. Visite royale belge. Puis je fais un petit lien avec la ville de Gatineau parce qu'à un moment donné, il y a eu une espèce de chiolage que j'entendais entre les branches parce que le maire de Gatineau est allé à une soirée qui a été offerte en l'honneur du roi belge, du roi Philippe et de la reine Mathilde. Cette soirée d'honneur-là se déroulait au Musée de l'Histoire, juste en face de la Maison du citoyen, dans le secteur Hull. Et évidemment, le maire de Gatineau, vu que c'est quand même le maire de la ville où se déroulait l'événement, la soirée en question, a été invité, était un des invités d'honneur et est allé. Puis là, il y avait du monde qui chialait parce que cette soirée-là avait lieu en même temps que le conseil municipal de mardi dernier. Et moi, vous arrêtez tout de suite. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, là, mais moi, là-dessus, je pense que le maire a fait la bonne affaire. J'aurais été insultée que le maire de Gatineau ne soit pas invité à cette soirée-là
alors que ça se déroule sur son territoire. Ça, là, ça me rappelle des temps où j'étais en politique fédérale et il y avait des soirées qui se passaient dans la belle grande ville de Gatineau, organisées par le gouvernement conservateur, et ils invitaient à peu près n'importe qui, sauf les députés de la belle grande ville de Gatineau, juste parce qu'on n'était pas des conservateurs. Ça m'horripile. Dans ce temps-là, je me dis, il me semble que ça va de soi, c'était chez nous. Il me semble, si vous voulez faire un party dans ma maison, invitez-moi. Ça va me faire plaisir d'être présente. C'est à peu près ça le concept. Alors, je pense qu'il est capable de... il y a bien des façons de faire valoir son point de vue au conseil municipal et de ne pas être présent pour une soirée, pour une occasion comme celle-là. Mais parlons-en de la visite du roi Philippe et de la reine Mathilde. C'était une première visite de la royauté belge depuis, je pense, quelque chose comme 40 ans. Et il s'en venait présenter en l'honneur de la Première Guerre mondiale. Je pense que c'était un canon, en tout cas, c'était une pièce historique qu'ils vont mettre, j'imagine, au musée de la guerre. Et il s'en venait faire le tour de différentes choses. Ils sont allés à une sucrerie et puis tout ça. Il s'est passé une petite anecdote un peu comique parce que, semi-comique, là, parce que certains médias ont trouvé ça bien moins drôle, mais ça a été récupéré à temps avant qu'ils le voient. La gouverneure générale, qui était celle qui les accueillait, d'ailleurs, le premier ministre Trudeau a brillé par son absence pendant toute la visite du couple royal. On aurait bien pensé, mais je pense qu'il avait eu son quota de photos... d'occasions de photos comme il y en avait eu en Inde avec ses costumes. Alors, je pense qu'il a préféré aller faire sa tournée des usines, ses scieries et puis aluminium, acier, et prendre son look plus travailleur et là pour les travailleurs avec ses bottes de construction puis ses casques de travailleurs de construction. Que d'aller se faire prendre en photo avec un roi puis une reine, surtout après son voyage catastrophique en Inde. Mais comme ils allaient visiter la gouverneure générale sur ses terrains, il avait mis des petits drapeaux, vous allez les voir à l'écran, Canada et Belgique. Ça, le problème, c'est que sur un des arbres où il avait mis ces petits drapeaux, le drapeau que vous voyez à l'écran, c'était pas le drapeau belge, c'était le drapeau allemand. Ils sont très, très, très similaires en passant. Donc, l'erreur est humaine. C'est un peu comme le drapeau de la France puis le drapeau de la Hollande. C'est juste dans la façon où les lignes sont... Est-ce qu'elles sont verticales ou horizontales? Alors, dans ce contexte-là, les lignes verticales, rouge, jaune, noir, je pense, ça, c'est vraiment la Belgique. Quand c'est horizontal, c'est l'Allemagne. Alors, c'est un journaliste belge, je crois, ou belge-allemand qui s'est rendu compte de l'erreur et puis ça a été récupéré. Ça a été réparé assez vite, mais ça prend pas de temps de nos jours. Hein? Un petit clic, une petite photo, puis ça fait le tour du web en 2 secondes et puis la planète Terre est au courant. La grosse nouvelle de la semaine qui a fait beaucoup jaser, c'était la fin des boissons sucrées, alcoolisées, la fin de la vente de ces boissons-là dans les dépanneurs. Suite, vous savez, vous avez tous entendu parler du décès d'Athéna Gervais, 14 ans, ça a été découvert qu'elle avait pris de ces boissons sucrées alcoolisées. On parle de 11 point quelques % d'alcool, c'est très fort. C'est masqué. L'alcool... Ça se perçoit pas trop quand tu le bois. Moi, je ne l'ai pas essayé, mais ce qu'on m'en dit, c'est que parce que c'est tellement sucré, les jeunes ne se rendent pas compte qu'il y a de l'alcool là-dedans. Depuis le début de cette controverse-là, que je me pose la question suivante. Qu'est-ce que des jeunes en bas de 18 ans faisaient avec des boissons sucrées, alcoolisées, que ce soit d'un dépanneur, que ce soit de la SAQ, parce que c'est là maintenant que ça va se vendre uniquement. C'est la décision que le gouvernement du Québec a prise. Je veux bien. Mais la vraie... Puis le paragraphe que j'ai trouvé le plus fascinant de tous les articles que j'ai lus sur le sujet, c'est le fait qu'on dit la SAQ va faire un meilleur contrôle au niveau de l'âge d'accessibilité à ces boissons-là. Ben bravo. Alors peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire parce que des jeunes qui décident de prendre un coup, là, vous dire, premièrement, c'est quand même
pas la majorité, là, fait qu'on partira pas en peur non plus, mais ils vont toujours trouver le moyen. Ils peuvent envoyer une personne majeure pour aller le chercher à leur place. Dans le cas de la jeune en question, semble-t-il, selon les informations qui ont circulé, il y a des jeunes qui sont allés dans le dépanneur, ils ont volé carrément les canettes en question. Alors, tu sais, on ne peut pas tellement blâmer le propriétaire du dépanneur quand des jeunes décident de faire ce genre de coup pendable, mais ça a eu l'impact que ça a eu. Puis, alors, ça va prendre l'éducation. Moi, je pense que c'est pas juste une question de sortir ça des dépanneurs et d'amener ça à la SAQ. Ça va prendre de l'éducation, de montrer les dangers de prendre ce type de boisson très forte en alcool et qui, bien, des fois, c'est traître. Les gens ne s'en rendent pas compte de l'effet que ça peut avoir. En tout cas, on a aussi parlé, c'est le Parti québécois, je pense, un député du Parti québécois, André Villeneuve, qui est arrivé avec la proposition de changer les limites de vitesse sur les autoroutes au Québec, faire passer ça de 100 km à 120 km. Il a appelé ça la fin de l'hypocrisie. Je sais que le ministre des Transports actuel, qui est aussi député dans le coin du Pontiac, André Fortin, est contre. A tout de suite mis un terme en disant « pensez-y même pas ». En tout cas, ce n'est pas notre gouvernement qui va procéder à monter la limite de vitesse. Je suis d'accord, moi, avec le Parti québécois là-dessus, complètement. Fin de l'hypocrisie. Il y a pas grand... J'ai pas vu grand monde, moi, se promener sur les autoroutes, sauf la 50 quand c'est bloqué le matin, là, parce qu'il y a personne qui roule même à la vitesse minimale inscrite sur les panneaux sur l'autoroute. Alors, tu sais, parce qu'on fait même pas capable de faire du 60 km/h. Quand tu es arrêté, tu es stationné parce qu'il manque... Hey, il manque quoi? Il manque un pont. Il manque peut-être une coupe de voies aussi sur la 50 pour aller jusqu'en direction de Montréal. Alors, de rouler à du 60, des fois, c'est même difficile de faire ça. Mais parlant si on parle d'une autoroute normale, de rouler à du 120, d'avoir une moyenne à 120 km/h, je suis d'accord avec le député péquiste qui dit que ce serait la fin de l'hypocrisie. On le sait tous, les policiers tolèrent jusqu'à peu près 118, 119, puis même 120, là, c'est quand on commence à rouler beaucoup plus vite que le 120, au-dessus du 120, que là, ils vont prendre la peine de nous arrêter. C'est sûr que si la limite est 120 puis tu arrêtes à 125, ça ne fera pas cher le kilomètre là, à ce niveau-là. Mais je sais que la CAA est contre. Il y a différents groupes qui trouvent que non, ils ne nous considèrent pas assez bons conducteurs pour le faire. L'état des routes aussi qui peuvent être prises en considération. Tout ce que je peux dire sur le sujet, ça allait vous présenter à peu près partout en Amérique du Nord et la plupart des autoroutes, quelques-unes sont au même niveau que nous en termes de limite de vitesse, mais la plupart, c'est beaucoup plus élevé. Je suis allée jusqu'en Floride il n'y a pas longtemps. Il y avait on pouvait rouler jusqu'à du 130 km/h dans plusieurs États et il n'y avait aucune problématique. Ça roule. Les voitures sont tellement plus sécuritaires maintenant, ont tellement d'indicateurs pour nous dire s'il y a quelqu'un à côté, si on va trop vite pour la personne qui est en avant de nous. Enfin bref. Alors, ce sera à suivre, mais d'un autre côté, il faut arrêter de dire que la limite est 100 et pas 100 pantoute. Et j'entendais un de mes collègues à la radio du 104.7 FM, Michel Lapointe, pour ne pas le nommer, qui chiale tout le temps sur les momères et les pépères de la route. Il a raison, c'est peut-être le 60 km/h qu'il faudrait augmenter puis mettre peut-être une limite minimale de 80. Tu es sur l'autoroute, tu ne roules pas à 60, tu roules à 90. Encore faut-il que ce ne soit pas un stationnement parce que c'est trop plein, comme je le disais au tout début. My God, mon ami Trump, il faut quand même que je vous parle de Donald Trump. Plusieurs choses qui se sont produites avec lui. Il s'est débarrassé de son secrétaire d'État en passant, M. Tillerson. C'est triste pour le Canada, je vous le dis tout de suite, parce que c'était relativement un allié. C'était probablement un secrétaire d'État plus modéré que son nouveau secrétaire d'État qui est considéré comme un faucon. Mais ce qui a fait beaucoup jaser dans la semaine qui se termine le 15 mars, c'est le fait que Donald Trump a admis
que dans une conversation qu'il a eue avec Justin Trudeau, qui par ailleurs, il dit, c'était un bien bon gars, là, mais j'y ai menti en plein nez. En fait, il a dit qu'il n'avait pas donné les faits véridiques. Pas donner les faits véridiques, ça veut dire que tu donnes une fausseté. Donne une fausseté, ça veut dire que tu mens. Mens en plein nez, là, c'est facile de faire les... si tu dis pas la vérité, tu dis un mensonge. Alors, bravo, mon Donald, qui se vante de tout ça dans le contexte d'une soirée où il ramasse de l'argent pour les républicains. Puis il était tout fier de dire que hey, moi, je me bats pour dire aux autres pays que le déficit économique avec les États-Unis, on vous donne plus d'argent que vous en mettez dans notre pays, puis on est tanné de ça. Et Justin Trudeau lui disait, non, c'est pas le cas. C'est les Américains qui mettent bien plus d'argent, qui reçoivent beaucoup d'argent des Canadiens comparativement à ce que vous venez mettre chez nous. Puis là, Donald Trump de dire, non, c'est pas vrai ce que tu dis. Puis il s'en va dire, mais j'en ai comme aucune espèce d'idée. Il est revenu par après pour nous tweeter que oui, il avait raison dans tout ce qu'il avait dit, mais ça fait assez drôle d'entendre un président se vanter la gueule, puis c'est ça qu'on entend sur les enregistrements, qu'il avait réellement conté des histoires à son vis-à-vis canadien. Ensuite, il y a eu une histoire abracadabrante. Si vous n'avez pas suivi ça, allez lire sur le sujet. On parle d'un ex-espion. Sergei et sa fille, Yulia Krispal, qui ont été empoisonnés. C'était en sol anglais, c'était en Angleterre que ça s'est passé. La première ministre Theresa May a dit qu'elle soupçonnait les Russes de Poutine d'être à la source de cet empoisonnement-là pour se débarrasser d'un des leurs. Et ça crée un incident diplomatique assez fort qui a même eu le matin du 15 mars une déclaration conjointe, je pense, de la France, de l'Angleterre, des États-Unis et je pense l'Australie, là, je me trompe peut-être pour l'Australie, mais en tout cas les 3 autres pays tout à fait, qui ont fait une déclaration formelle contre la Russie à cet effet-là. Justin Trudeau aussi qui a dit qu'il était du côté de Theresa May. La Russie dit c'est pas ça pantoute, on n'a pas empoisonné personne. En tout cas, ça joue rough dans les choses, dans les sphères diplomatiques, je peux vous dire. Espion empoisonné, faut le faire. Et puis, je m'en voudrais de finir cette magnifique semaine sans vous parler de l'élection surprise en Ontario du nouveau leader du Parti conservateur qui est en première place pour remporter la prochaine élection au mois de juin qui s'en vient, c'est-à-dire Doug Ford, le frère de l'autre. Un gars qui ne fait pas dans la dentelle, ça sera intéressant à suivre, ça sera certainement quelque chose à regarder. Bonne semaine, Boivin dit plus rien.